Voyons maintenant le transfert dans la pensée de Lacan. Dans la dernière vidéo, j'ai présenté le transfert chez Freud. Aujourd'hui, on va voir le transfert dans l'enseignement de Lacan. Il faut avant tout faire une distinction entre le transfert imaginaire, comme fait Lacan, et le transfert symbolique. Le transfert imaginaire est celui qui s'approche le plus à la pensée de Freud. C'est lorsque le patient, comme dit Lacan, l'analysant, voit chez le propre analyste une figure parentale, une imago parentale, la figure du père, de la mère, etc. Voyons maintenant dans les détails le transfert symbolique qui est de fait celui-là qui est le grand apport, la nouveauté, la partie originale d'un point de vue conceptuel du transfert. Pour donner un peu une idée sur quoi s'appuie le transfert symbolique, je vais parler du fonctionnement de la parole dans la vie quotidienne. Lorsqu'on adresse la parole à quelqu'un, lorsqu'on explique quelque chose à quelqu'un, on a toujours cet arrière-plan de pensée que l'autre puisse nous comprendre. En fait, on transfère chez l'autre cette supposition qu'il puisse nous comprendre, qu'il puisse avoir un certain savoir. L'autre aspect, prenons le cas où vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez très bien, vous avez eu une mésaventure, vous lui parlez de cela, vous sentez que cette personne vous écoute bien, et cela vous donne encore plus envie de vous ouvrir, de parler. Et là, vous vous sentez aimé par cette personne. Et c'est cela aussi qui vous pousse encore plus à parler. Bien voilà deux aspects importants. La supposition d'un savoir chez l'autre, lorsqu'on adresse la parole, et se sentir aimé. Vice-versa, quand on pense que l'autre ne comprend pas, on n'a pas envie de lui adresser la parole, et c'est en plus, on sent une grande antipathie, ou on est fâché envers une certaine personne, on dit « je ne lui adresse pas la parole ». Voyons maintenant dans le domaine de la psychanalyse. Mais avant même qu'un patient, comme disait Lacan, un analysant rencontre l'analyste, bien, il a une certaine idée que l'analyste a certaines connaissances, que l'analyste a une certaine formation qui lui permet de comprendre ce que j'ai et de me sentir beaucoup mieux, de me soulager dans ma souffrance et de me comprendre. Donc je vais le supposer un certain savoir qui me concerne. Quand je vais commencer à lui parler, je sens bien que son écoute, eh bien, je lui suppose un certain savoir me concernant ce qui me fait souffrir. Et là, je me sens aussi dans une atmosphère de sympathie, je me sens aimé, et cela me pousse encore plus à parler. Quand je vais aborder comme disait Freud, certains moments, certaines représentations qui sont problématiques, qui nous approchent de contenus refoulés, ou qui nous approchent d'une certaine souffrance, je vais lui adresser une demande, parce que je sais qu'il lui sait, donc c'est lui qui doit répondre, c'est lui qui doit soulager, c'est lui qui doit comprendre, c'est l'analyste qui a la connaissance, le savoir pour me comprendre. Et là, l'analyste va se soustraire à cette demande. Et on se retrouve dans le même cas de figure de ce qui se passe entre Socrate et Alcibiade. Lacan avait consacré la moitié de son séminaire sur le transfert à une analyse du texte de Platon sur l'amour et va consacrer différentes séances d'enseignement sur ce qui se passe entre Socrate et Alcibiade. Alcibiade est initialement dans la position de celui qui aime, de celui qui est aimé,
Socrate est dans la position de celui-là qui aime. Alcibiade lui adresse une série de demandes et Socrate va se soustraire à certaines demandes. Quand Socrate se soustrait de ces demandes, il y a un renversement de position. Alcibiade devient celui-là qui aime, Socrate celui-là qui est aimé. Et Alcibiade voit dans Socrate une certaine connaissance, savoir, ce qui l'a poussé à formuler des demandes et à opérer ce renversement de position lorsque Socrate se soustrait, et voit dans Socrate des objets précieux, les agalma. Eh bien, ce qui se passe donc entre l'analyste et le patient, l'analysant qui formule une demande, l'analyste qui va se soustraire, et là il va y avoir un renversement de position. L'analysant va être celui-là qui va être en la position de aimer, et l'analyste en position de celui-là qui est aimé. L'analysant va voir dans l'analyste non seulement un certain savoir, mais des objets précieux. L'objet petit a, comme l'appellera Lacan. Et l'analysant s'engage comme ça à formuler des demandes et passer d'une demande à l'autre et voir les différentes demandes dans sa forme régressive. Donc, demande, période édipienne, anale, orale. Et voir une série de signifiants qui ont caractérisé ces demandes. Si l'analysant cesse de croire que, ou n'arrive pas à croire que l'analyste puisse répondre à ces demandes, ça va arrêter le processus de demande et on arrive à ce que Freud appelait le transfert négatif. Au fil du temps, au fil de l'avancement de l'analyse, de demande à demande, de signifiant en signifiant, on arrive finalement à la fin d'une analyse qui est autour de deux aspects. L'analysant va arrêter de supposer que l'analyste puisse avoir des signifiants qui lui concernent, et donc il va destituer l'analyste de sa position de sujet supposé savoir. Deuxième aspect, il ne va plus croire que l'analyste ait des objets précieux et l'objet petit a qui puisse combler son manque, et donc devra se familiariser avec le manque. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.